Dans cette vidéo, je vais te parler un peu plus des nombres complexes. On va voir ensemble le côté plus multiplicatif, le côté un peu exponentiel des nombres complexes. Donc, les nombres complexes, tu as deux manières de le voir. Tu as un point de vue qui est plus coordonnée par coordonnée, dans le sens où un nombre complexe, c'est exactement sa partie réelle et sa partie imaginaire. Donc, c'est deux réels. Donc, un nombre complexe, tu peux dire que c'est deux réels de cette manière-là. Mais tu peux aussi dire qu'un nombre complexe, c'est son module et son argument. Donc, c'est le truc quand tu écris z qui est égal à r e i θ, que tu as sûrement déjà fait en cours au lycée. Donc tu as deux points de vue, soit tu l'écris ton nom complexe, soit tu l'écris a plus ib, soit tu l'écris e i θ. Et je rappelle que e i θ c'est quoi? C'est cos de θ plus i sin θ. Donc c'est ça le lien entre la partie multiplicative et la partie a plus ib, c'est que r e i θ c'est égal à r cos θ plus r i sin θ. Ok? Alors je rappelle un truc que tu as déjà vu mais qui est quand même pas évident, c'est le fait que ce qui est remarquable, c'est qu'on a EI, enfin on a que l'exponentielle complexe passe à la somme. Tu sais, quand je regarde mon exponentielle réelle, si je regarde juste l'exponentielle réelle de base, la propriété phare, c'est qu'on a que l'exponentielle de a plus b, c'est l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b. Ça reste encore vrai avec les complexes, mais c'est pas clair avec cette définition, quoi. C'est pas clair qu'on a EI de θ plus θ' qui est égal à EI θ fois EI θ'. C'est pas du tout clair qu'on a ça, et c'est un calcul que je t'encourage à essayer toi-même. Donc essaye de calculer ce que c'est que de part et d'autre le produit des deux et l'exponentielle de i θ plus θ' avec cette formule-là. Il y aura un produit, développe le produit, et ensuite essaie de ramener les deux formes au même truc. C'est important avec les nombres complexes de faire des calculs pour travailler justement son intuition de à quel point le côté multiplicatif et le côté additif des nombres complexes se correspondent, faire le passage entre les deux. C'est important d'avoir de la pratique pour savoir, pour avoir un peu l'intuition de qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, pour avoir un peu l'intuition de qu'est-ce qui fait que certains trucs marchent. Il y a plein de calculs en mathématiques que tu refais plusieurs fois sans t'en rendre compte, et au bout d'un moment, tu commences à réaliser genre le schéma qui sous-tend derrière tous les calculs que tu fais, et au bout de ce moment-là, tu vas beaucoup plus vite dans les calculs, dans la compréhension des problèmes, parce que tu comprends, ok, là, il faut faire cette astuce-là que j'ai déjà fait plein de fois, et ça devient un peu automatique. Donc, faut passer par faire les calculs. Au début, c'est lent, et plus t'en fais, plus tu commences à reconnaître que c'est tout le temps les mêmes astuces, plus tu commences à voir plus philosophiquement ce qui se passe dans un calcul, et plus tu commences à gagner en fait en profondeur théorique. Donc, souvent, on aime bien en mathématiques le côté un peu structurel, le côté un peu, on pose des définitions, on regarde comment ça marche, mais ça va de pair avec le calcul pour comprendre comment la théorie marche, et aussi pour la motiver, l'éclairer, voir le lien entre la théorie et la pratique en calculant des exemples, c'est hyper important. Donc, calcule ce truc-là et tu verras que ça va être rentable dans tous les calculs que tu feras de nombres complexes. Donc, je vais le faire. Donc, e i θ fois e i θ', c'est du coup cos θ plus i sin θ fois cos θ' plus i sin de θ'. Et du coup, c'est égal à cos θ' moins sin θ' plus i cos θ. Et voilà, tu reconnais très bien la formule avec cos θ plus θ' est égal à cos A cos B moins sin A sin B. Et donc ça va être le cos θ plus θ' moins i, donc cos θ fois sin θ' plus sin θ fois cos θ'. Et voilà, et comme tout marche bien, là c'est exactement les formules de trigonométrie qui nous disent que ça c'est égal à sin de θ plus θ', et que ça c'est égal à cos de θ plus θ'. Et tu vois, c'est marrant parce que ces formules de trigonométrie, on a l'impression qu'elles sortent de nulle part. Quand on apprend sin de θ plus θ' est égal à cos A, cos B, cos A sin B, pardon, plus cos B sin A, on a l'impression que la formule sort de nulle part, mais au final, c'est elle qui fait marcher ce truc très beau qui est que EI de θ plus θ' est égal à EI θ fois EI θ', ce qui est vraiment naturel. C'est juste la prolongation du fait que l'exponentielle passe de la somme au produit au nombre complexe. Mais pour passer par ça, on a cette formule-là qui est vraiment sortie de nulle part, mais qui pourtant est qui est profondément liée à ça, quoi. Donc voilà, on a montré que l'exponentielle passait au produit, et de ça, on a quelques conséquences qu'on aurait pu déduire autrement. Donc voilà, donc ça c'était le calcul, juste pour dire que l'exponentielle complexe, ça passe au produit. Donc je le note en haut, on a EI θ plus θ' qui est égal à EI θ fois EI θ'. Et ce qu'on peut en déduire, c'est que comme on a que EI0 est égal à 0, on a que EI θ fois E moins I θ est égal à 1. On peut déduire de ça parce que comme l'exponentielle ça passe à la somme,
EI de θ moins θ, c'est 0. Enfin, c'est E de 0, donc c'est 1. Pardon, EI de 0, c'est égal à 1. Donc EI de 0, c'est égal à 1, sauf que EI de 0, c'est aussi égal à EI de θ moins θ. Et donc, si je développe avec la formule ici, je vois que EI θ fois E moins Iθ, c'est égal à 1. Autrement dit, c'est toujours inversible. L'exponentielle, c'est toujours inversible. Quand tu regardes sur l'exponentielle réelle de base, bah, c'est un truc qui est toujours strictement positif. C'est ça ce qui fait que l'exponentielle ne s'annule pas. L'exponentielle, c'est défini de manière unique par le fait que c'est multiplicatif et le fait que l'exponentielle de 0 est égale à 1. Et de ça, on en déduit que EA fois E moins A est égal à 1. Et bah ça reste vrai aux nombres complexes. Et donc voilà. Et autre chose, c'est que E moins Iθ, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est égal à E Iθ conjugué. Ça, c'est juste une conséquence de la définition parce que E Iθ, c'est cos θ plus I sin θ. Et par parité du cosinus et par imparité du sinus, ce qui se passe, c'est que quand tu regardes E de moins Iθ, ça fait cos de moins θ, donc ça change pas. Par contre, ça fait plus I sin de moins θ, et donc le moins passe ici. Je l'écris, E moins Iθ, c'est cos de moins θ plus I sin de moins θ, et par imparité du sinus et parité du cosinus, c'est cos de θ moins I sin de θ. Et donc la moralité, c'est que on voit que le conjugué de E Iθ, c'est E moins E Iθ. Et donc cette formule-là, elle nous dit exactement, cette formule-là, si je la réécris avec le fait que E moins Iθ, c'est le conjugué de E Iθ, elle me dit que j'ai E Iθ fois E Iθ conjugué qui est égal à 1. Autrement dit, le module au carré de E Iθ est égal à 1, et donc on a montré que l'exponentielle était toujours de module 1. Voilà. Donc je reprends un peu ce qu'on a fait dans ce tableau-là. Donc l'exponentielle complexe passe de la somme au produit, et donc EI0 c'est égal à 1, parce que EI0 c'est cos de 0 plus I sin de 0. Cos de 0 c'est 1 et sin de 0 c'est 0. Donc EI0 c'est 1, et donc si j'écris 0 qui est égal à θ moins θ, j'ai que EIθ fois E moins Iθ qui est égal à 1. Sauf que pour l'exponentielle, passer au moins c'est conjugué, et donc j'ai que E moins Iθ est égal à E Iθ bar. Donc ça, attention, c'est pas vrai. C'est pas vrai que... Là, ça marche parce qu'on a un truc qui est imaginaire pur. Θ, il est réel et c'est imaginaire pur. Mais c'est pas vrai qu'on a R qui est égal à E moins R bar pour R dans R. Si je prends un nombre réel quelconque, le fait que la conjugaison se soit passée à l'opposé n'est plus vrai parce que comme ER c'est réel, ça veut juste dire qu'on a ER qui est égal à E moins R, et ça c'est faux. Donc ça marche que quand tu as des trucs qui sont imaginaires purs, et dans ce cas-là, tu as E moins Iθ qui est égal à E Iθ bar, juste par définition de ce que c'est que E Iθ et E moins Iθ. Et de ça, on réécrit cette formule, et elle nous donne que E Iθ fois E Iθ bar est égal à 1. Autrement dit, ce qu'on a, c'est que le module au carré de E Iθ est égal à 1, et donc le module de E Iθ c'est égal à 1. Easy peasy lemon squeezy. Donc on a montré ça. Et maintenant je vais faire quelques exercices d'application de l'exponentielle. Et je vais juste dire un dernier mot. C'est que ce qu'on fait, c'est qu'il y a un truc qui est important dans les nombres complexes, c'est U. U c'est quoi? C'est l'ensemble des nombres complexes tels que le module de Z est égal à 1. Et en fait, géométriquement, sur le dessin, tu peux le voir comme U qui est le cercle de rayon 1 et centré en 0. Ça, c'est U. Et il s'avère que U est aussi égal à EIθ pour θ dans R. Donc l'ensemble des complexes de module 1, tu peux le décrire comme l'ensemble des exponentielles imaginaires pures, donc l'ensemble des EIθ pour θ dans R. Parce qu'on a déjà montré qu'on avait déjà, quel que soit θ dans R, EIθ de module 1. Donc c'est exactement la même chose de demander à ce que mon nombre complexe soit de module 1 ou que de demander qu'il s'écrive comme EIθ. Et l'autre sens, c'est si je prends un nombre complexe de module 1, si je prends Z dans C, si je prends Z dans U, donc module de Z est égal à 1, Z je vais l'écrire ici, ben, ce que je fais, c'est que par définition, ce qui est là, c'est sin de θ. Je pose θ, l'angle qui fait avec l'axe réel. Donc je prends un nombre complexe quelconque.
je prends un nombre complexe de module 1, j'ai envie de montrer qu'il s'écrit comme EI-θ. Et le θ qu'on va prendre, c'est exactement le θ qui est ici, qui est l'angle qui fait avec 1. Donc je prends un nombre complexe de module 1, j'ai envie de montrer qu'il s'écrit de la forme EI-θ. Ce que je fais, c'est que je prends le nombre complexe, je regarde l'angle qu'il fait avec l'axe réel, j'appelle cet angle θ, et en fait on va montrer que z est égal à EI-θ. Et la raison pour laquelle c'est vrai, c'est parce que la hauteur qu'on a ici, par définition du cosinus et du sinus, c'est le sinus de θ. Par définition du sinus, ça c'est la hauteur qui est là, c'est sinus de θ, et ce qui est là, c'est cos de θ. Et donc, on a que z est égal à cos de θ plus I sin θ. Donc encore une fois, on a un lien entre la formule A plus IB et les trucs jolis avec les angles, quoi. La formule du début, quand j'avais écrit exponentielle de Iθ est égal à cos θ plus I sin θ, elle n'a pas l'air très naturelle, mais pourtant, elle est naturelle du point de vue qu'on a ça. Et c'est facile de voir maintenant qu'on a que l'exponentielle passe au produit, parce que si je prends deux nombres complexes de module 1 qui sont sur le cercle, donc d'angle θ et θ', si je prends n'importe quel de nombres complexes de module 1 et je note l'angle qu'ils font avec l'axe réel θ et θ', ce qu'on a montré tout à l'heure, c'est qu'on a EZ, enfin c'est que on a EI θ fois EI θ' qui est égal à EI θ plus θ'. Ça, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure, ce qui se traduit sur le dessin par le fait que ZZ', là c'est égal à ZZ'. Donc Z, ce qui se traduit sur le dessin par le fait que le produit de Z et de Z', on connaît son argument, l'argument c'est θ plus θ'. Donc autrement dit, ce que ça veut dire ça, c'est que si je prends le produit de Z et Z', l'angle qui va former avec l'axe réel, ça va être θ plus θ'. Donc voilà, on sait comment on multiplie les nombres complexes, c'est facile. On prend deux nombres complexes, on regarde l'angle qui forme avec l'axe réel, on fait la somme des angles, et ça me fait le produit des nombres complexes. Donc, il y a une idée où le produit, ça va combiner les angles d'une certaine manière. Et c'est pour ça que le point de vue d'écrire les nombres complexes comme R et Iθ est très facile pour faire les sommes, pour faire les produits. Ok, donc, je rappelle un peu ce qu'on a montré. L'exponentielle, ça envoie la somme sur le produit. L'exponentielle EIθ, c'est toujours de module 1. Donc le module, c'est... je rappelle que le module d'un nombre complexe, que j'écris de la forme A plus IB, c'est A carré plus B carré. Le module au carré, c'est égal à ça, et c'est aussi égal à Z fois Z bar. Si ça, c'est égal à Z. Donc, EIθ, c'est toujours de module 1, et réciproquement, si je prends un nombre Z de module 1, bah, en fait, par définition, l'exponentielle, Z est égal à EIθ, où θ, c'est l'angle qui forme avec l'axe réel. Donc, je fais une dernière parenthèse, l'angle, il est que défini modulo 2π. L'angle qui forme avec la diagonale, moi, je peux dire que c'est 30 degrés, mais si tu veux, tu peux dire que c'est 390 degrés. Enfin, on va pas se mettre d'accord, parce que faire un tour, ça ne fait rien quoi, sur le cercle. Donc, l'angle est défini modulo 2π, et l'exponentielle est 2π périodique. EIθ, la fonction qui est θ associe EIθ est 2π périodique. Donc il y a plusieurs manières de le voir. Soit tu pars du principe que EIθ c'est le point Z qui forme un angle θ avec l'axe réel. Et donc le truc qui forme un angle de 2π avec l'axe réel, bah, c'est juste 1. Donc EIθ c'est 2π périodique. Et une autre manière de le voir, c'est juste de dire que EIθ c'est cos θ plus I sin θ et que le cosinus et le sinus sont 2π périodiques. Donc l'exponentielle c'est 2π périodique. L'exponentielle, son module est tout le temps égal à 1. Et réciproquement, quand j'ai un nombre de module 1, il s'écrit comme EIθ. Et ce que ça veut dire, c'est que aussi n'importe quel nombre, si je prends Z dans C, quelconque, donc son module il est n'importe lequel, avec Z différent de 0, ce qu'on a, c'est que Z sur module de Z est dans U. Si je divise un nombre complexe par son module, bah, c'est un nombre de module 1, et donc Z sur module de Z, je peux l'écrire comme EIθ, et donc j'ai que Z est égal à EIθ fois module de Z. Donc n'importe quel nombre complexe, il peut s'écrire de la forme RIθ avec R qui est son module et θ qui est un certain truc. Parce que ça vient du fait que n'importe quel nombre de module 1 est égal à un certain EIθ. Je divise Z par son module, je peux écrire ça de la forme EIθ et donc j'ai que Z est égal à module de Z fois EIθ. Donc multiplicativement, l'ensemble des complexes, c'est juste prendre un module, prendre un argument, et quand je fais le produit des deux, le module passe au produit, et l'argument passe à la somme. Donc
c'est pas compliqué à comprendre les produits. Avec ce point de vue-là, qui est le point de vue un peu exponentiel, et je vais donner quelques exercices qui vont illustrer ça. Ok, voilà, j'ai mis un bouquet d'exercices pour toi à faire. Donc, je te rappelle l'existence de ce nombre complexe-là. J, c'est EI de pi sur 3. Qu'est-ce que ça vérifie que EI de pi sur 3? Ça vérifie que J à la puissance 3 est égal à 1, parce que J à la puissance 3, c'est J à la puissance 3, c'est EI de pi sur 3 à la puissance 3. Et donc, c'est égal à E3 fois I de pi sur 3. Et donc, c'est égal à EI de pi, ce qui est égal à 1. Parce que l'exponentielle, c'est 2pi périodique. Donc, on a tout ça. Et ça vient d'où le fait que la puissance 3e passe à la multiplication par 3? Ça vient du fait que l'exponentielle passe du produit à la somme. Donc, quand je fais l'exponentielle de x, quand je fais l'exponentielle de θ à la puissance 3, ça fait EIθ fois EIθ fois EIθ. Donc, le EIθ fois EIθ, je peux passer à la somme et ça fait EI 2θ fois EIθ. Et donc, ça fait EI 3θ. Et donc, pour n'importe quelle puissance, tu peux généraliser ça à n'importe quelle puissance. EIθ à la puissance n, c'est égal à EI fois nθ. Et donc là, on a que j cube qui est égal à 1. Et tu peux vérifier par le calcul que 1 plus j carré est égal à 0. Et l'interprétation de ce qui se passe, c'est que un autre truc que tu peux vérifier, c'est que le conjugué de j est égal à j carré. Enfin voilà, c'est les quelques trucs à connaître sur j. Et sur le cercle des U, sur le cercle U, pardon, j'arrive plus à parler. J, il est là. Il est à peu près là. Et donc ici, ça forme un angle de 2pi sur 3. Donc c'est vraiment il divise, si tu veux, ça divise le cercle en 3. Et ça, c'est j carré, qui est égal à j bar. C'est visible sur le dessin qu'il est égal à j bar parce que c'est juste le symétrique par rapport à l'axe réel. Et la conjugaison, c'est juste faire la symétrie par rapport à l'axe réel. Donc ça, c'est j, ça, c'est j carré. Et là, il y a 1. Ça, c'est le cercle unité. Voilà, donc la première question, c'est calculer j à la puissance 666. Sauf qu'il n'y a pas écrit que c'est j, et donc c'est facile parce que j à la puissance 666, c'est égal à 1. Parce que j à la puissance 3, c'est égal à 1, et j à la puissance 666, c'est égal à j puissance 3 puissance 222. Donc ça, c'est égal à 1. Question 2, calculer 1 plus j à la puissance 14. J'efface tout ça. Ok, donc question 2, il faut calculer 1 plus j à la puissance 14. L'astuce, c'est que 1 plus j, c'est rien d'autre que moins j carré. Donc ça, c'est égal à moins j carré à la puissance 14. Pourquoi? Parce que c'est juste la formule ici, que je t'encourage à montrer, qui est que 1 plus j, c'est égal à moins j carré. Donc, en résumé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un truc qui avait l'air compliqué, c'était une somme. Il fallait calculer la puissance d'une somme, ça avait l'air compliqué, mais on l'a réexprimé en fonction d'une puissance de j. Et les puissances de j, on les connaît très bien parce qu'elles sont 3 périodiques, dans le sens où j puissance 3, c'est égal à 1. Donc, j puissance... Donc ça, c'est j puissance 28, qui est égal à j puissance 25. Parce que j puissance 28, c'est j puissance 25 fois j puissance 3. Sauf que j puissance 3, c'est 1. Et comme ça, quand je continue, je vais faire la division euclidienne de 28 par 3. Et donc, ça me fait est égal à j à la puissance 1. Parce que j puissance 28, c'est égal à j fois j puissance 27. Et 27 est égal à... C'est un multiple de 3, quoi. Et donc les multiples de 3, quand je mets j à la puissance, un multiple de 3, ça fait 1. Et donc c'est juste égal à j. Ok? Donc je recommence. 1 plus j à la puissance 14, a priori c'est une puissance de somme, ça a l'air compliqué. Mais en fait, d'après cette formule-là, 1 plus j à la puissance 14, c'est moins j carré. Le moins, comme c'est une puissance paire, on s'en fiche. Et ça fait j puissance 28. Et j, quand je le mets à la puissance, un nombre qui est divisible par 3, c'est exactement comme quand tu mets moins 1 puissance un nombre pair, ça fait juste 1. Et donc, ça me fait j. Question 3, calculer, je l'ai effacé, mais 1 plus i à la puissance 8. Et là, c'était 1 plus i puissance 4 sur 1 plus i plus 1 moins i puissance 3. Donc, comment on fait 1 plus i puissance 8? Il faut comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que 1 plus i? En fait, 1 plus i, c'est égal à racine de 2 fois ei pi sur 4. Donc, si tu veux, 1 plus i, il est exactement là.
donc à la distance racine de 2 de 0, et il a la même partie réelle que la partie imaginaire, et donc l'angle qu'il forme, c'est vraiment pi sur 4. Et c'est le fait que cos de pi sur 4, enfin c'est le fait que tu connais bien que le cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, qui est égal au sinus de pi sur 4, qui est égal à racine de 2 sur 2. Et donc, 1 plus i, c'est égal à racine de 2 fois ei pi sur 4. Ok? Et donc, une fois qu'on sait ça, on a traduit le truc a plus ib en forme exponentielle, et donc les puissances sont faciles à calculer. Maintenant, ce qu'on a, c'est que 1 plus i à la puissance 8, c'est égal à racine de 2 puissance 8 fois ei pi sur 4 fois 8, parce que, encore une fois, la puissance passe au produit pour l'exponentielle, et donc ça, c'est égal à 2 à la puissance 4, voilà, parce que ça, c'est égal à 1. Ok, donc on a fait celui-là. La question 4, je te laisse y réfléchir encore un petit peu. Donc pour cet exercice-là, je te rappelle cette formule-là qui est que 1 plus i fois 1 moins i est égal à 2. Donc cette formule-là, elle a l'air de sortir de nulle part, mais en fait, c'est normal parce que quand je prends un nombre complexe et que je le multiplie par son conjugué, ça me fait son module. Le module, ça me fait son module au carré, pardon. Ouais, c'est ça. Donc, le module de 1 plus i, c'est racine de 2, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que 1 plus i, c'est racine de 2 fois ei pi sur 4. Donc 1 plus i fois 1 moins i, c'est égal à 2, parce que c'est égal au module au carré de 1 plus i. Et donc, ce qu'on a, c'est que 1 moins i, ce qu'on a, c'est que 1 sur 1 moins i est égal à 1 sur 2 fois 1 plus i, en divisant par 1 moins i. Donc ça, c'est une philosophie générale qui est que quand je connais les puissances d'un nombre complexe, je connais les puissances du nombre conjugué, parce que le nombre conjugué, à un réel près, c'est l'inverse de z. Donc tu as un lien entre l'inverse du conjugué et le nombre complexe lui-même qui est donné par le module. Parce que j'ai que z bar, si tu veux, j'ai que z bar est égal à module de z au carré, et donc j'ai que z est égal à module de z au carré fois 1 sur z bar. Donc je connais les puissances du conjugué en fonction de z. Et c'est la même chose ici. 1 moins i puissance 3, il ne faut pas que ça nous fasse peur parce que c'est juste le conjugué de ce qui est au-dessus. Et donc j'ai que 1 moins i est égal à 1 sur 2 fois 1 plus i. Et donc ce qu'on cherche, c'est en fait juste 1 sur 2 puissance 3 fois 1 plus i puissance 7. Et donc ça, c'est égal à 1 sur 2 puissance 3 fois 1 fois 2 puissance 4 fois 1 sur 1 plus i. Parce que juste avant, on avait vu que 1 plus i à la puissance 8, c'était 2 puissance 4, et donc c'est égal à ça, ce qui est égal à 2 sur 1 plus i. Ok? Question 5, déduire de la question 4 ce truc-là. Donc ce truc-là, il ne faut pas avoir peur, parce que si je pose z, si ça, j'écris que c'est z. Donc la question 4, c'était quoi? Il fallait calculer 1 plus i à la puissance 4 sur 1 moins i à la puissance 3. Et la question 5, il faut calculer la somme de 1 plus i à la puissance 4 sur 1 moins i à la puissance 3 avec ce truc-là. Sauf que ce truc-là, c'est rien d'autre que le conjugué du premier truc. Donc si je pose z égale à ça c'est z plus z bar. Ça, c'est juste z plus z bar. Et comme je connais z plus z bar qui est égal à 2 fois la partie réelle de z. Donc ok, donc cet exercice-là, je ne calcule pas explicitement la partie réelle de z, parce que je te fais confiance là-dessus, mais ça c'est juste égal à 2 fois la partie réelle de z. Il y a la question 6, je la corrige pas, mais elle n'est pas compliquée, c'est exactement la même idée. Ne pas oublier que ça, c'est le conjugué de ça, parce que le conjugué, ça passe au produit. Voilà. Ok? Je vais mettre 2 autres exercices. Ok, le deuxième exercice, je prends 3 nombres complexes dans U. Donc U, c'est quoi? C'est l'ensemble des complexes de module 1. Et je vais montrer que A plus B plus C est égal à AB plus BC plus AC. Et une indication que je vais te donner, donc mes pauses si tu veux chercher 100, c'est le fait que, ne pas oublier que X dans U est équivalent à X est égal à 1 sur X bar. On peut passer à l'inverse, et une autre indication, c'est le fait que xy, le module de xy est égal à module de x fois module de y. Et c'est un peu avec ça qu'il faut jouer pour résoudre cet exercice-là. Je te laisse chercher, mets sur pause si tu ne veux pas être spoilé. Donc je résous comment on fait cet exercice-là. En fait, l'idée c'est que a plus b plus c est égal à module de a bar plus b bar plus c bar. Juste parce que quand je prends le module d'un complexe,
c'est aussi le module de son conjugué. Et donc, le module de A plus B plus C, c'est aussi le module de conjugué de A plus B plus C. Donc, a priori, ça c'est égal au conjugué de tout ça. Parce que ça, c'est le module de ce truc-là est aussi le module de son conjugué. Et maintenant, je sais que le conjugué, ça passe à la somme. Donc ça, c'est égal à module de A bar plus B bar plus C bar. Ça, c'est le fait que quand je conjugue la somme de deux nombres complexes, c'est pareil que faire la somme de leurs conjugués. Ça, c'est juste le fait que A plus I bar, A plus IB, plus A' plus IB'. Si je conjugue tout ça, c'est la même chose que faire A plus IB conjugué plus A' plus IB' conjugué. Ça se voit parce que dans tous les cas, ce qu'on fait, c'est qu'on change le signe de B plus B'. On transforme B plus B' en moins B plus B'. Et c'est la même chose que d'abord passer B à moins B, puis B' à moins B', si tu veux. Donc, tout ça pour dire que on a cette égalité-là. Et maintenant, on sait que on a que x est égal à 1 sur... que le conjugué c'est égal à... Ça, c'est aussi équivalent à ce que le conjugué soit égal à l'inverse. Donc ça, c'est égal à module de 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C. Et maintenant, ça, c'est égal à module de ABC fois 1 sur A fois 1 sur B fois 1 sur C. Pourquoi? Parce que le module de ABC, comme c'est multiplicatif, c'est égal à 1 aussi. Quand je prends deux éléments de module 1, leur produit il est aussi de module 1 parce que le module de xy, c'est le module de x fois le module de y. Donc, U, ce que ça veut dire, c'est que l'ensemble U, il est stable par produit. Quand je prends deux éléments de module 1, leur produit est aussi de module 1. Et donc, ça, c'est égal au module de ABC fois tout ça. Et comme je peux encore utiliser ça, je peux faire rentrer le ABC à l'intérieur. Et je trouve exactement la formule qui est attendue. ABC fois 1 sur A fois 1 sur B fois 1 sur C, c'est exactement ABC fois 1 sur A plus ABC fois 1 sur B. Donc voilà, donc c'est bon. Ok, donc l'idée, c'est le fait que le module, c'est multiplicatif. La conjugaison, c'est multiplicatif. La conjugaison, ça passe à la somme. Donc la conjugaison, ça a toutes les bonnes propriétés que tu veux. Et le fait aussi que pour un nombre complexe, enfin un nombre qui est dans U, donc qui est de module 1, son inverse, c'est juste son conjugué, et voilà. Ok, le troisième exercice, on regarde UN. UN, c'est quoi? C'est l'ensemble des racines n-ième de l'unité. C'est l'ensemble des éléments qui à la puissance n-ième valent 1. Donc, si tu veux, par exemple, U1, c'est égal à juste l'élément 1, parce que l'ensemble des éléments qui à la puissance 1 valent 1, c'est égal à 1. Donc, on a U1 qui est égal à singleton 1. Et en fait, on a U2 qui est égal à moins 1 et 1. U2, c'est égal à moins 1 ou 1 parce que les éléments tels que x carré est égal à 1, bah, ça se factorise. Si x carré est égal à 1, alors ça veut dire que x carré moins 1 est égal à 0. Et donc ça veut dire que x moins 1 fois x plus 1 est égal à 0. Et donc on a que x égale à 1 ou x égale à moins 1, d'après l'identité remarquable. Donc U1 c'est égal à 1, juste au singleton 1. U2 c'est égal à 1 et moins 1. Et de manière générale, on peut montrer que... la question 1 c'est montrer que UN est inclus dans U. Donc si je prends un élément de UN, alors il est de module égal à 1. Question 2, montrer que si K est entre 0 et n-1, alors j'ai EI de K pi sur N qui est dans UN. Donc ça, c'est des éléments explicites de UN. En particulier, il y en a N. Et question 3, montrer que UN est stable par produit et par inverse. C'est-à-dire que si je prends deux éléments dans UN, leur produit est aussi dans UN. Et que si je prends un élément dans UN, son inverse est aussi dans UN. Donc je te laisse faire ces exercices-là. Je vais... Mes pauses, si tu ne veux pas être spoilé, je vais corriger la question 1. Donc si soit x dans UN, on veut montrer que x est dans U, bah, ce que j'ai, c'est que module de x puissance n est égal à 1. Donc ça, c'est aussi le module de x à la puissance n. Module de x puissance n est égal à 1 parce que x puissance n est par définition égal à 1. Et ça, c'est le module de x puissance n parce que le module passe au produit. Et donc, j'ai que 1 est égal à module de x puissance n, donc module de x égale 1. Ok. Question 2, montrer que si k est là-dedans, bah, EI de K pi sur n est dans UN. Ça, c'est parce que EI de K pi sur n à la puissance n est égal à EI de K pi. Et donc ça, c'est égal à 1. Parce que l'exponentielle complexe est 2π périodique. Comme on l'a dit. Question 3, montrer que UN est stable par produit et par inverse. C'est-à-dire que bah, ça c'est parce que Z'
z fois z' à la puissance n, c'est égal à z puissance n, z' puissance n, donc c'est égal à 1. Si je prends deux éléments dans un et que je leur produis, je fais la puissance nème, ça fait le produit des puissances nème et donc ça fait 1. Et la deuxième question, je te laisse la vérifier. Je la corrige pas.